Alors, un discours très intéressant de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe. Un homme aguerri en politique, le ministre des Affaires étrangères russe, a parlé. Suivant, et puis on fera un commentaire jusqu'après. On y va. Mais en réalité, la description très précise de nos relations avec l'ensemble des grandes puissances, avec tous nos pays voisins, est intégralement présentée dans notre rapport annuel sur la politique étrangère. C'est un document extrêmement détaillé qui contient toutes les statistiques et tous les faits pertinents. J'espère sincèrement que ceux d'entre vous qui portent un intérêt particulier aux histoires propres à chaque pays auront eu l'occasion de prendre connaissance de ce document. Mais je voudrais souligner, à partir des résultats de l'année dernière, les résultats qui revêtent une importance croissante en 2026, plusieurs domaines. Tout d'abord, c'est notre ligne directrice pour la création d'un réseau de bons voisins, la coopération au sein de la CEI, l'Union économique eurasiatique, l'Organisation du traité de coordination et de sécurité, l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous avons continué et nous continuerons à promouvoir les principales initiatives phares que le président Poutine a particulièrement mises en avant. Principalement, la formation d'un vaste partenariat eurasien. Et sur cette base matérielle, la création d'une architecture continentale universelle de sécurité égale et indivisible. Soit dit en passant, en collaboration avec nos amis biélorusses, nous promouvons l'initiative de développer la carte eurasienne de la diversité et de la multipolarité au XXIe siècle. Une carte que nous avons annoncée comme étant ouverte à la participation de l'ensemble des États, sans aucune exception, ceux du continent eurasien. J'ai déjà abordé la question de nos relations avec la Chine. Ils sont d'une ampleur et d'une profondeur sans précédent, notamment en ce qui concerne leur position sur l'évolution de la situation en Eurasie et sur la scène mondiale dans son ensemble. Je voudrais également souligner la nature stratégique particulièrement privilégiée de notre partenariat avec l'Inde, que le président Poutine a également visité en décembre de l'année dernière. Et la mise en œuvre concrète de nos actions visant à renforcer la sécurité en Eurasie a également été la conclusion d'un accord de partenariat stratégique global avec la République populaire démocratique de Corée, laquelle nous a apporté une aide fraternelle et alliée lors de la libération de la région de Koursk, comme vous le savez, et des groupes militants ukrainiens. J'ai déjà mentionné l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS. Tous les pays membres des BRICS sont nos bons partenaires. Nos relations avec chacun d'entre eux se sont renforcées au cours de cette dernière année. Et les fondations d'une coopération accrue et plus étroite dans tous les domaines ont été consolidées et renforcées. Nous préparons actuellement la 3e réunion au plus haut niveau entre la Russie et l'Afrique, ainsi que la 2e conférence ministérielle des ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Union africaine, qui s'est tenue au Caire le mois dernier. À propos de la diplomatie multilatérale, évidemment, nous prenons acte de l'importance cruciale de la tâche visant à renforcer le groupe des BRICS et nous observons également l'intérêt de plus en plus marqué pour cette alliance. Au cours de l'année écoulée, nous avons apporté notre soutien le plus complet à la présidence brésilienne des BRICS, et ce, de toutes les manières possibles. Les amis brésiliens ont proposé de nombreux projets, et nous avons poursuivi la mise en œuvre de ceux que nous avons lancés lors du sommet des BRICS à Kazan, à l'automne 2024. Sur notre initiative, qui a été soutenue par des pays, des groupes d'amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté 2 décisions très importantes. Je dirais, des décisions d'une telle portée de principe concernant la proclamation de la Journée internationale de la lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes, qui sera célébrée le 14 décembre, et également la proclamation de la Journée internationale contre les sanctions unilatérales. Cette journée sera célébrée chaque année le 4 décembre. C'est à notre initiative, à l'automne de l'année dernière, que la Convention des Nations Unies
relative à la lutte contre la cybercriminalité a été signée à Hanoï, le tout premier document dans le domaine de la sécurité internationale de l'information. Nous espérons que des résultats concrets similaires pourront être atteints dans le cadre des discussions actuellement en cours sur la manière de réguler l'intelligence artificielle. Je serai, bien sûr, prêt à parler aujourd'hui des divers aspects de la crise ukrainienne. Nous avons mentionné ici que nous sommes engagés, comme le président Poutine l'a maintes fois souligné, à la recherche d'une solution diplomatique à la crise ukrainienne. Si l'on regarde l'histoire de cette crise depuis 2014, et surtout depuis 2022, il n'y a jamais eu de manque de bonne volonté de la part de la Fédération de Russie pour conclure des accords politiques. Mais à chaque fois, nos voisins occidentaux, et d'abord les Européens, ont tout fait pour rompre ces accords. De la même manière, ils adoptent une attitude similaire face aux initiatives que l'administration Trump promeut, s'efforçant par tous les moyens de convaincre l'administration américaine de ne pas conclure d'accord avec la Fédération de Russie. Si vous lisez les déclarations des politiciens européens, des dirigeants comme Kai Kallas, Ursula von der Leyen, Merz, Starmer, Macron, Rutte, ils sont en train de se préparer très sérieusement à la guerre contre la Fédération de Russie. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent absolument pas. Et notre position sur l'Ukraine, en un mot, est la nécessité d'éliminer la cause de cette crise. La cause que l'Occident a délibérément créée pendant de très nombreuses années afin de transformer l'Ukraine en une menace pour la sécurité de notre pays, Créer une tête de pont contre la Russie, directement à nos propres frontières. et, bien sûr, quant à l'encouragement de ce régime ouvertement nazi qui est arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État de 2014, un régime qui a entrepris une politique d'extermination de toute l'éducation et de la langue russe, la culture, les médias de masse, et cela inclut l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Nous sommes intéressés à aider à soulager la tension dans toutes les zones qui sont maintenant devenues plus aiguës. Et que j'ai déjà mentionné, comme par exemple le Venezuela. Je tiens à souligner particulièrement la situation iranienne, qui doit être réglée sur la base du respect du droit de Téhéran à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Nous sommes également convaincus que pour un règlement durable à long terme au Moyen-Orient, il est absolument nécessaire de prendre enfin une décision sur la création d'un État palestinien. Et je voudrais souligner que ce critère conserve pleinement toute sa pertinence au regard des initiatives actuelles et déjà très bruyantes du président Trump concernant la création du Conseil de la paix. C'est probablement ici que je terminerai mon discours de présentation. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette histoire finira finalement, cette histoire à la guerre contre les Russes? Quel est l'objectif final d'après vous? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? God bless.